Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un live où je vais vous parler d'Ayurveda et de dosha. Donc ça va durer un petit peu longtemps, au moins 1 heure je pense. Donc je vous invite à prendre à boire, peut-être même à manger si vous voulez. Et voilà, et on va commencer, c'est parti. Vous pourrez pendant tout le live, si vous voulez me poser des questions, interagir, il n'y a pas de souci. Alors, je vais commencer par vous présenter qu'est-ce que l'Ayurveda et les doshas. Alors, l'Ayurveda, pourquoi je veux vous parler de ça? Parce que j'étudie en ce moment la naturopathie et c'est quelque chose qui est en lien. Et vu que je vous parle beaucoup de yoga et que le yoga c'est ma passion, vous allez voir que l'Ayurveda c'est très en lien, très en rapport avec le yoga et que l'un et l'autre sont indissociables en fait. Même si la plupart du temps quand on fait du yoga, la plupart des gens qui font du yoga, surtout en Occident, vont faire du yoga pour la partie posturale, sportive et vont jamais entendre parler d'Ayurveda. En fait, l'un et l'autre sont très reliés. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'Ayurveda? L'Ayurveda, c'est la mère de la guérison. C'est une des plus anciennes formes de médecine qui existent sur Terre et qui est pratiquée depuis plus de 5000 ans, surtout, et elle vient d'Inde. Voilà. Alors, Ayurveda, c'est la science de la vie. Ayur, ça veut dire vie, et Veda, science. En Inde, c'est le plus grand système de médecine holistique qui existe dans le pays. Et d'ailleurs, c'est encore toujours très pratiqué. Je vais prendre mes notes vers moi, c'est plus simple. Je me suis mis en 4G, c'est mieux. L'Ayurveda, à quoi ça sert? En fait, le but, c'est de soulager la maladie et de promouvoir le bien-être à tous les niveaux, que ce soit physique ou psychologique. Voilà. Mais son but suprême, et c'est là que ça va rejoindre le yoga, c'est la réalisation de soi, en fait. Son but, c'est de nous aider à accéder à l'état de santé et d'harmonie au maximum, donc qu'on appelle l'arogya. Voilà. L'arogya, c'est en fait c'est la base nécessaire pour poursuivre les 4 buts de la vie qui s'appellent Artha, la prospérité, Kama, la joie, Dharma, la reconnaissance, la vocation, la carrière, et Moksha, qui est la libération du cycle de la vie et de la mort. Et Moksha, c'est vraiment le but ultime, une fois qu'on est passé par toutes les étapes, libération de la vie et de la mort, sachant que fin du cycle de la vie et de la mort, puisque, je ne sais pas si vous savez, mais en bouddhisme, qui est une religion très pratiquée en Inde, en bouddhisme, du coup, il y a... Salut Audrey. En bouddhisme, on croit à la réincarnation. Voilà, donc on n'a pas peur de la mort si on sait que dans notre vie d'après, on va se réincarner, tout simplement. Voilà, et du coup, l'Ayurveda nous montre comment on peut utiliser notre état de santé pour poursuivre notre but principal, du coup, et aller vers cette libération de la vie et de la mort. Les deux, que ça soit le yoga et l'Ayurveda, vont supposer une existence d'un soi supérieur qui est infini et immortel. Donc ça rejoint vraiment ce que je vous disais tout à l'heure avec la réincarnation. Les deux sciences, donc que ce soit le yoga ou l'Ayurveda, elles vont avoir un but aussi qui est la connaissance du soi, que ça soit mentalement ou physiquement. Donc l'Ayurveda, on dit souvent que c'est le côté thérapeutique du yoga, et le yoga c'est considéré comme le côté un peu plus spirituel de l'Ayurveda. Voilà, donc et comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment des sciences sœurs.
c'est que elles vont vraiment, on peut pas les dissocier, elles vont l'une avec l'autre. L'Ayurveda, là ça va être assez parlant je pense pour vous, elle est basée sur le principe du karma. Si je vous dis qu'est-ce que le karma, je pense que ça cause à peu près à tout le monde. Et du coup, c'est la règle en fait de justice absolue dans la nature. C'est-à-dire que si on dit souvent ça dans un but assez négatif généralement, quand on dit qu'on a fait quelque chose de mal et que quelque chose de mal nous arrive, on va dire que c'est le karma. Mais ça marche aussi dans le côté positif. Et du coup, si on fait des choses bien, ça va attirer aussi du positif. Voilà, le karma marche dans les deux sens. Et ça va être un des principes justement de l'Ayurveda. Et du coup, si on a une maladie, ça va être le karma de quelque chose. Mais ce karma, on peut le défaire en faisant des choses positives. On va beaucoup dire que, par exemple, les maladies chroniques, ça va être dû à un mauvais karma à cause de mauvaises actions dans une vie passée. Et on va pouvoir justement le défaire ou du moins le rendre moins grave en faisant de bonnes actions dans notre vie présente. Donc ça soit des actions envers les autres, mais aussi envers nous-mêmes. Voilà. L'Ayurveda, c'est un remède alternatif naturel. Donc c'est pour ça que je vous le présente aujourd'hui. C'est un peu en rapport avec la naturopathie. Donc elle propose justement pour se guérir tout ce qui est des herbes, un changement de régime, que ce soit régime alimentaire mais aussi régime physique, se mettre souvent au sport parce que généralement on conseille aux gens qui n'en font pas. Voilà. Elle va aussi proposer de travailler ses énergies avec par exemple le yoga ou l'un et l'autre. En Ayurveda et en yoga, on va parler d'énergie et en fait ça va être exactement les mêmes, avec les mêmes canaux, les mêmes chakras. Ça va être la même chose. Donc on peut conseiller de faire du yoga en Ayurveda pour traiter certaines maladies. Mais il n'y a pas que les asanas qui sont utilisés pour délier les nœuds dans les canaux d'énergie. On va aussi avoir tout ce qui est la respiration, donc le pranayama. Si vous voulez, je pourrais vous en parler un autre jour plus longuement. On va aussi avoir le chant, avec par exemple les mantras, on va avoir des répétitions et c'est le son qu'on va avoir et le fait de répéter qui va avoir une action sur notre corps. Et il y a aussi voilà, il n'y a pas que les mantras, il y a aussi le chant, par exemple quand on chante le son Om qui va vraiment avoir une action sur notre corps. Voilà. Voilà. Ensuite, du coup l'Ayurveda, c'est pas qu'une médecine, mais c'est aussi un guide en fait pour vivre sa vie, parce que l'Ayurveda, elle n'est pas là que en rôle curatif, mais aussi va agir en rôle de prévention pour prévenir des maladies. Elle permet du coup de connaître son corps et de prendre les bonnes dispositions pour éviter des maladies avec les doshas dont je vais vous parler très bientôt. Voilà. Et l'Ayurveda, c'est quelque chose qu'on devrait apprendre, je pense, à l'école et qu'on n'apprend pas. C'est une des bases. À l'école, on apprend des choses de base, comment gérer son argent, comment conduire une voiture, comment est-ce qu'on est compétitif, comment est-ce que on fait pour réussir dans la vie, entre guillemets. Ça encore, c'est un peu motif à discussion, mais on n'apprend pas les trucs importants comme comment gérer sa vie et ses défis, comment gérer les émotions négatives, les situations difficiles, les problèmes de santé, les réactions difficiles, tout ce qui est douleur physique, émotionnelle, voilà.
et c'est quelque chose que l'Ayurveda va nous aider en nous définissant en fait physiquement, et du coup à savoir si je suis comme ça, je vais réagir comme ça, du coup il faut que je fasse ça. Et c'est quelque chose qu'on nous apprend pas à l'école, du moins pas en Occident. Voilà. Je lis vite fait les notes. Voilà. Alors, l'Ayurveda, historiquement, ça a des origines dans le Veda, c'est-à-dire c'est les textes de base du système du yoga. C'est pour ça qu'ils sont intimement liés. Ça a été développé par des yogis et des sages pour promouvoir tout ce qui est santé, longévité, les conditions nécessaires pour la progression spirituelle. C'est pour ça que je vous dis que ça aide aussi à se gérer mentalement. Il existe plusieurs textes védiques qui parlent justement de l'Ayurveda, mais il y en a 4 d'entre eux qui sont les textes de base. Et je vais vous les citer. Désolée pour ma prononciation qui va être bizarre. Il y a Rig Veda. Rig Veda, ça va contenir tous les mantras, les chants sacrés avec des sages, les bases de la langue sanscrite, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais par exemple si vous faites du yoga, vous avez déjà dû comprendre. Par exemple, Tadasana, la posture de la montagne. Tadasana, c'est le mot sanskrit pour la posture de la montagne. Et c'est pareil. Voilà. Et il y a aussi, c'est le livre de la voix cosmique. Voilà. Il y a Samaveda, qui est la science du son, la base du prana cosmique. Donc, c'est-à-dire, là, ça va être tout ce qui est encore son, par exemple, comme le son Om que je vous disais tout à l'heure, mais il y a aussi plein d'autres sons. Et la base du prana, donc prana, le souffle. Il y a Yajurveda, ou la science de l'action, et Atharveda, c'est le texte qui ajoute des mantras pour différentes conditions, pour traiter les maladies ou pour une protection contre les forces négatives. Donc ça va plus être un livre où il va y avoir des mantras, mais pour des situations particulières. Voilà, pour plus faire des rituels, ce genre de choses. Voilà, et quand je dis rituel, je parle pas de rituel magique, je parle de rituel comme on fait par exemple à la nouvelle lune ou ce genre de choses. Tout simplement. L'Ayurveda, avant d'être écrite dans des textes, elle a surtout été transmise de génération en génération par les yogis et les rishis de l'Himalaya. C'est-à-dire que c'est des sages qui étaient aussi docteurs et qui détenaient dans leur savoir des cures et des remèdes pour toute souffrance physique, psychologique ou émotionnelle. Donc, quand je dis toutes, il faut savoir prendre des pincettes. C'est comme en naturopathie où je vous dis qu'on peut tout traiter. Je prends toujours le même exemple, c'est on peut tout traiter. Par contre, jamais je vais dire à quelqu'un que je pourrais lui soigner des choses comme son cancer. Si quelqu'un vient me voir en tant que naturopathe et qui me dit j'ai un cancer, il faut que tu me soignes avec la naturopathie, je vais clairement lui dire non, je ne peux pas. Je pourrais lui en soulager, je vais tout de suite l'orienter vraiment vers un cancérologue, mais je vais lui dire je pourrais t'accompagner par exemple pendant ta chimiothérapie, je pourrais te soulager de ton cancer, mais je ne pourrais jamais t'en guérir. Avec l'Ayurveda, c'est pareil. Je ne vais pas vous dire que vous pouvez tout guérir. Donc on peut tout guérir, mais pas tout à fait. Voilà. Alors, du coup, dans l'Ayurveda, on trouve des références aux 3 forces principales. Dans Rig Veda, pardon. C'est un des livres qui est apparu il y a 3000 ans. Donc il y a Indra, qui va avec Vata, Agni, qui va avec Pitta, et Soma, qui va avec Kapha. Kapha ou Kapha, vous le prononcez comme vous voulez. Voilà, et toujours dans les textes, on trouve des références aux herbes, aux mantras curatifs. On trouve aussi certains rituels qui ont comme but de retrouver la santé, la longévité, etc. Dans Samaveda, il y a tout ce qui est musique, mantra, qui aide à guérir le corps et l'esprit. Et dans Atharva Veda, qui est un des textes les plus récents, qui date d'il y a un peu 2000 ans,
assez récent pour ces genres de textes. Là, ça va donner plus de détails sur les mantras spécifiques, les herbes, les germes, les amulettes qui aident à la guérison, etc. etc. Voilà. Les traitements ayurvédiques, du coup, ils commencent habituellement souvent par un mantra qui est dédié à Dhanvantari, qui est un des sages les plus connus dans le monde de l'Ayurveda et celui qui est c'est le boss des boss en fait, voilà, tout simplement. Et du coup, c'est ce qu'on dit, c'est un dieu de la médecine ou... Oui, un dieu de la médecine, on va dire ça. Et du coup, c'est pour ça que la plupart des traitements sont commencés par un mantra en son honneur. Voilà, tout simplement. Je pense que vous avez assez d'informations aujourd'hui pour tout ce qui est histoire de l'Ayurveda. Donc, on va passer à quelque chose de plus concret. Et on va passer du coup à la science des doshas, j'espère que je vous ai mis une story il y a quelques temps pour que si vous ne connaissiez pas vos doshas, vous alliez faire un test. Et comme ça, ce que je vais vous dire après, vous pourrez plus choper des informations par rapport à vos doshas à vous. Même si tout est intéressant, c'est intéressant d'un peu tout savoir. Voilà, au moins vous serez plus concentré sur vos doshas à vous. Donc les doshas, qu'est-ce que c'est? Alors en fait, l'Ayurveda, elle est basée entièrement sur 3 énergies essentielles qui s'appellent les doshas en sanskrit. Le terme dosha, ça veut dire ce qui cause la dégénération. Donc les doshas, s'ils vont être en excès ou alors en déficit, c'est là que va apparaître des déséquilibres et du coup des maladies, des maux, ce genre de choses. Les doshas vont se retrouver à tous les niveaux de notre corps. Ça va être notre corps physique, notre corps spirituel et aussi au niveau de notre corps subtil, c'est-à-dire notre esprit et nos émotions. Donc les 3 doshas, on les appelle Vata, Pitta et Kapha ou Kapha, comme vous préférez. Voilà, et elles sont considérées comme les forces de base en Ayurveda. Et tout repose là-dessus. Je suis en train de lire mes notes un petit peu au passage. Généralement, on a une constitution de base. Ici en Occident, on est plus un mélange de 2 doshas plutôt que d'être qu'un. Généralement, il y a un dosha qui va primer sur l'autre. Et voilà. Et si on a les 3 doshas qui sont vraiment en équilibre, il n'y a aucun problème. C'est là qu'on est parfaitement en équilibre. Normalement, il n'y a aucune maladie, c'est parfait. Mais c'est très très rare. Voilà. Les doshas, on va avoir une certaine constitution de base. Après, ils peuvent toujours varier d'un jour... Oui, si, d'un jour à l'autre, d'un mois à l'autre, et suivant les plusieurs étapes de notre vie. Voilà. Suivant ce qui se passe dans notre vie, il y a la constitution de nos doshas qui va un peu fluctuer. Donc, si vous voulez, je vous mettrai en story après ce live ou je pourrais aussi vous mettre, quand je reposterai la vidéo sur YouTube, je vous mettrai en commentaire si vous voulez des tableaux où vous pourrez faire des tests pour trouver votre dosha. Ou même des sites, carrément. Je vous mettrai des liens de sites si vous voulez, si vous n'avez pas fait. Et voilà, en vrai, ça prend 5 minutes à trouver ces doshas. Du coup, je vais directement... Oui, chaque dosha aussi est défini par 2 éléments. Et chaque élément est relié à certaines parties de notre corps. Donc, le dosha Kapha, ça va être de l'eau avec un peu de terre. Moi, j'imagine ça
comme de la boue, un peu. Il y a Pitta, c'est le feu avec un peu d'eau. Moi, Pitta, je vois ça comme le fire. Clairement, c'est, voilà, moi je vois du feu, mais il y a un peu d'eau. Et Vata, ça va être l'air avec un peu d'éther. Et moi, je me représente ça comme du vent. Voilà. Alors, la terre, tout ce qui est les éléments de la terre, ça va être relié aux os, à tout ce qui est dur en fait. Les os, les intestins, les muscles, la peau, les cheveux, les ongles, les dents. Oui, voilà. Tout ce qui est les tissus solides. Il y a l'eau, ça va être relié à tout ce qui est liquide cette fois-ci, comme le plasma, le sang, l'urine, la sueur, la salive, le mucus, le sperme, ce genre de choses. Le feu, ça va être tout ce qui est l'association de soif et de faim, et les liquides digestifs du corps, mais aussi aux yeux, à la vue et à la régulation de la chaleur. On va avoir l'air, là ça va être tout ce qui est relié au mouvement, donc c'est la respiration, mais aussi le mouvement mental, c'est-à-dire nos pensées. Et l'éther, c'est surtout relié aux émotions et à l'espace mental. Voilà. Et du coup, chaque dosha, comme je vous disais, a 2 éléments. Et chaque dosha aussi va être défini par des mots. Par exemple, le kappa, en fait, il y a une liste de mots qui se contredisent et chaque dosha va être soit l'un, soit l'autre. Par exemple, le kappa, ça va être quelque chose de froid, humide, lourd, grossier, dense, fixe, doux, lisse et sombre. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a Pitta, c'est chaud, sec, léger, subtil, coulant, mobile, pénétrant, doux, lisse, clair. Donc là, je comprends qu'il y ait des mots qui un peu vous troublent, mais voilà, le feu, le fire, c'est ça. Et Vata, comme je vous disais que je me représente par du vent, là, ça va être froid, sec, léger, subtil, mobile, pénétrant, dur, rugueux et clair. Voilà. Donc, je vais vous préciser un peu plus. Je vais vous parler plus des doshas. Je vous les présenter avec toutes les caractéristiques physiques et psychologiques. Et ensuite, on passera aux doshas suivant le temps, voilà, ce qui fait fluctuer les doshas. Alors, on va commencer par le dosha Vata. Vata, ça veut dire vent. Donc, ça se traduit par ce qui déplace les choses. Donc, voilà, c'est pour ça qu'elle se compose principalement de l'élément air, mais aussi de l'éther. Donc, va en sanskrit, ça veut dire souffler, couler, diriger. C'est pour ça que j'imagine vraiment du vent en mouvement. Donc, Vata, c'est la force motrice des 2 autres doshas. Il va être très présent dans le système nerveux, la force vitale, le prana, puisque le vent, l'air, ça va être la respiration, le prana. Voilà, et sans Vata, du coup, les autres doshas qui composent notre corps, ils ne seront pas capables de bouger. Donc, une personne qui va être Vata, quand Vata, il est harmonieux, et qu'il n'aura pas de soucis, ça va être une personne qui va être plutôt flexible, adaptable, qui aura une bonne communication, une bonne énergie guérissante, enthousiasme. Elle va être capable de partir des changements, de bouger, de s'adapter. Au contraire, un mental Vata qui va être en excès, quand on aura Vata en excès, ça va être quelqu'un qui va être plutôt indécis ou alors hyperactif, agité, dérangé, distrait, nerveux, bavard, superficiel, bruyant et excité. Voilà, ça va être quelqu'un qui va être vraiment qui va beaucoup bouger et qui va vraiment se montrer. Et à l'inverse, quand on va avoir un Vata qu'on appelle... alors, quand on a un Vata qui est équilibré, on dit qu'il est sattvique. Quand il est en excès, on dit qu'il est rajasique. Et quand il est en défaut, on va dire qu'il est tamasique. Voilà. Alors du coup, quand il est en défaut, ça va être une personne qui va avoir tendance au contraire à être anxieuse, malhonnête, déprimée,
il va y avoir une tendance à l'autodestruction, aux addictions, un mental dérangé et qui va limite être suicidaire par certains. Des fois, voilà. Et du coup, au niveau de la digestion et de l'appétit de la personne, ça va plutôt être variable cette fois-là. Voilà. Pitta, ça veut dire la bile. Donc, étymologiquement, ça veut dire ce qui transforme ou digère les choses. C'est principalement constitué, du coup, comme je le disais tout à l'heure, par l'élément feu, mais un petit peu d'eau, une petite goutte d'eau. Voilà, donc du coup, Pitta, c'est la puissance digestive de notre organisme. Voilà, donc d'où la bile, justement. Mais aussi, il faut voir ça avec la personne un peu sanguine. Voilà. Voilà, donc Pitta, sa fonction dans le corps, ça va être ce qui est responsable de toutes les transformations chimiques dans notre métabolisme, notre capacité aussi à percevoir la réalité et comprendre les choses telles qu'elles sont, et voilà, d'être un petit peu clairvoyant et de voir la réalité derrière les choses. Et du coup, quelqu'un qui est Pitta, ça va être quelqu'un, je crois que j'ai oublié de le dire. C'est ça, j'ai oublié de dire les caractéristiques physiques du Vata, pardon. Je reviendrai après, du coup, c'est pas grave. Mais un Pitta, ça va être quelqu'un qui va plutôt être pas très grand, mais pas très petit non plus. Taille moyenne, du coup, avec des muscles moyens. Ça va pas être quelqu'un de tout sec, ça va pas être quelqu'un de très musclé non plus. Avec un visage moyen, un visage, une peau qui aura plutôt l'impression plus luisante, qui aura l'impression d'avoir une personne qui aura chaud. Voilà, une peau qui sera plutôt chaude, hydratée, rose, qui aura même des tendances vers l'acné. Donc clairement, si vous voulez voir une Pitta, regardez-moi. Clairement, je suis la base du Pitta, même si bon, je suis petite, mais sinon au niveau de la morphologie, je suis pas mal Pitta. Voilà, les lèvres moyennes, voilà. Le mental d'un Pitta, c'est quelqu'un d'intelligent, pénétrant et critique. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui... Et voilà, habituellement, il est pas... C'est les Pitta, c'est des gens qui ont fort caractère. Et du coup, il est assez difficile de leur faire changer d'avis. Voilà. Du coup, un mental Pitta sattvique, donc harmonieux, ça va être quelqu'un qui va être intelligent, clair, perceptif, donc c'est-à-dire clairvoyant, illuminé, amical, courageux, leader. Ça va être quelqu'un qui va être un bon guide pour les autres généralement. Voilà, un mental Pitta qui va être rajasique, donc en excès, ça va être quelqu'un qui est mou, perturbé. Enfin, non, pardon. Oubliez ce que je viens de dire. Un mental rajasique, ça va être quelqu'un justement qui va avoir Pitta à fond, impulsif, agressif, qui va vouloir tout contrôler, qui va être très critique, dominant, qui va vraiment manipuler les gens, qui va être très en colère, ou en colère facilement en tout cas, et qui va être quelqu'un de très fier, avec un ego très fort. Et au contraire, quand on va avoir Pitta qui va aller dans le négatif, le côté obscur, Pitta qui va être tamasique, pardon, ça va être quelqu'un qui va ne pas aimer les autres, qui va être vengeant, violent, destructif, pardon, que ça soit pour lui ou pour les autres, mais surtout pour les autres, qui va être qui va peut-être avoir des tendances psychopathes, ce genre de choses. Donc là, on va vraiment dans l'extrême. Mais voilà, ça c'est... voilà. Et du coup, les Pitta, eux, au niveau de la digestion, ils vont avoir une bonne digestion et un appétit fort. Du coup, je vais revenir à ce que j'ai oublié dans les caractéristiques physiques des Vata. Les Vata, donc en général, c'est des personnes qui sont très minces. Alors là, par exemple, c'est totalement mon copain, très mince, soit très petite ou soit très grande. Lui, il est très grand en l'occurrence.
Ils ont un sous-développement des tissus, donc généralement c'est pour ça qu'elles sont très minces, parce que c'est des personnes qui vont avoir du mal à prendre du poids ou à prendre de la masse musculaire. Voilà. La peau elle est mince, sèche, froide, rugueuse, avec des fissures. On voit les veines qui sont visibles. Les os, voilà, et les os aussi. Les os et les veines sont assez visibles. Le visage, il a tendance à être plutôt petit, mince, d'une couleur plus foncée, voilà, une peau un peu plus terne, sans lumière, mat. Voilà, une peau plus terne du coup. Les yeux, ils sont généralement plutôt petits, agités, souvent mouvementés. Les lèvres, elles sont minces, pâles, sèches et agitées. Voilà. Le nez, pareil, mince, petit, long, sec et tordu. Voilà. Et niveau mental, le Pitta, voilà, le Vata, ça je l'ai déjà dit, il est adaptable, très à l'aise. Ah non, ça je l'ai pas dit du coup. Le mental du Vata, il est assez rapide et adaptable. C'est des personnes qui vont facilement s'adapter un peu à toutes les situations, à toutes les personnes qui les entourent. Mais des fois, justement, elles peuvent être superficielles, changeables et indécises. Voilà, elles vont s'adapter, mais des fois, il est un peu difficile de les suivre. Par contre, ce sont des personnes qui sont très à l'aise avec les pensées abstraites. Donc c'est le genre de personnes, si vous êtes du genre à, par exemple comme moi, à vous intéresser à tout ce qui est holistique, si vous leur en parlez, elles vont comprendre. Voilà, et ça sera plutôt le genre de personne qui va vous suivre dans vos trucs. Par contre, c'est des personnes qui ont des émotions qui changent rapidement leur état d'esprit, et leur état d'esprit change avec facilité. Donc ça peut être très bien dans le sens où si on a quelqu'un, un Vata en face de soi, qui est énervé, on peut totalement le faire changer d'avis et le faire devenir de bonne humeur. Par contre, à l'inverse, il peut être de très bonne humeur, on dit un truc et c'est fini. Voilà. Voilà, donc ça c'était pour les Pitta et je suis revenue un peu sur les Vata. Du coup, les Kapha. Cette fois-ci, on va essayer de les faire tout bien du premier coup. Kapha, ça se traduit en tant que flegme. Donc ça veut dire étymologiquement ce qui tient les choses ensemble ou alors ce qui donne l'humidité. Voilà, c'est pour ça que je dis, imaginez-vous la boue. La boue, voilà. Donc ça se compose principalement d'eau, mais il y a également un peu de terre. Donc du coup, tout ce qui est kapha dans notre corps, c'est juste la force nutritive et le support de notre corps. Kapha, c'est un peu la base de notre tissu corporel, c'est l'élément qui nous donne des émotions positives aussi, telles que l'amour, la compassion, la patience. Voilà, et du coup, elle se situe principalement dans la poitrine et dans l'estomac. Voilà. En général, les kapha, leurs caractéristiques physiques, ça va être une personne qui a un meilleur développement des tissus, mais du coup qui a aussi une tendance à accumuler du poids facilement. Voilà. Et souvent qui a justement du mal à en perdre. Les personnes, ça va être souvent des personnes qui auront tendance à être en surpoids, pas forcément, hein, mais ça voilà, et qui auront du coup du mal à perdre du poids si elles le veulent. Généralement, elles sont pas trop grandes, mais voilà. Voilà, c'est ça, pas trop grande. Après, comme je vous disais, il y aura une tendance vers l'obésité. La peau, elle est plutôt blanche, pâle, épaisse, froide, hydratée, humide, douce et lisse. La tête, elle est habituellement large, grande, ronde ou carrée. Le bassin aussi est large. Il y a aussi généralement un fort développement des tissus adipeux, donc de la graisse, au niveau des cuisses et des mollets, au niveau des jambes. Voilà, un kapha, ça va être quelqu'un qui aura plutôt tendance à être lent, stable, difficile à bouger. Je sais pas si vous avez vu le dessin animé avec je sais plus comment c'est. Vous savez les petits bonhommes qu'il y a dans la tête et chacun représente une émotion. Pour moi, vraiment, le bonhomme bleu tristesse, ça représente le kapha. Voilà, je vous mettrai une photo si vous voulez pour que vous voyez. Mais voilà, pour moi, c'est kapha. Donc,
habituellement, c'est comme le pitta, c'est difficile à un kappa de lui faire changer sa tendance mentale, mais, comme pour tous les autres, il va avoir différents degrés. Donc quand un mental kappa il est sattvique, donc en harmonieux, ça va être une personne qui est calme, content, stable, loyal, qui va avoir de la compassion, de l'amour, qui pardonne assez facilement, quelqu'un de patient et qui possède une croyance forte dans les choses, que ça soit par exemple une croyance en Dieu ou alors une croyance en ce qu'il fait, une croyance en les gens qui l'entourent. Voilà, ça va être le kappa quand il est harmonieux. Quand par contre il est perturbé et qu'il est en excès, donc quand il est rajasique, ça va être quelqu'un qui sera plutôt dans le contrôle, attaché, avide, matérialiste, sentimental, qui recherche le confort et le luxe, en gros qui est dépendant, que ça soit émotionnellement, que ça soit sentimentalement, mais aussi dans le matériel. Voilà. Et au contraire, un kappa qui va être tamasique ou en défaut, ça va être quelqu'un qui va être plutôt grossier, déprimé, apathique, paresseux, qui va avoir une compréhension lente et qui va avoir des tendances au vol. Voilà. Quelqu'un, du coup, au niveau de la digestion, ça va être une digestion lente, un appétit très réduit. Voilà. C'est-à-dire que forcément, si la région et le climat. On commence dès qu'on l'a dans la bouche. Voilà. En général, les kappas, leurs caractéristiques physiques, ça va être une personne qui a un meilleur développement des tissus. Mais quand, par contre, il est perturbé et trop gras, trop sucré, trop salé, très réduit. Voilà. Même si ils ont tendance à aller vers l'obésité, l'appétit aura tendance à être très réduit. Les deux chats. Voilà. Je vais vous laisser boire un coup. Je vais boire un coup, moi d'ailleurs. Voilà. Donc, du coup, on va enchaîner avec les doshas et leur influence dans les phases de la digestion. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque phase de la digestion, un dosha va intervenir. Donc, on va commencer par la première étape. Ça va être la phase kapha. Donc, c'est la digestion qui a lieu, parce qu'il faut savoir que la digestion, c'est pas que dans le ventre. On commence dès qu'on l'a dans la bouche avec notre salive qui va humidifier les aliments et nos dents qui vont les déchiqueter. Ça va être la première étape de la phase de la digestion. Et du coup, salut Hélène. Du coup, ça va être cette phase qui va s'appeler kapha. Et cette phase a lieu du coup dans la bouche, dans l'estomac. Et elle est dominée par les sécrétions kapha dans le corps. Donc c'est ce que je vous disais, la salive, les liquides dans l'estomac. Dans cette étape, du coup, la nourriture, elle est ingérée et elle est préparée, liquéfiée, pour pouvoir être ensuite traitée par le feu digestif. Et si je vous dis feu, je vous dis pitta, dosha pitta. Voilà. La plupart des problèmes kapha qui se passent dans la digestion, ils se manifestent par des symptômes comme la nausée, le manque d'appétit, la lourdeur, une digestion qui va être lente. C'est là oui qu'on va se sentir lourd, ce genre de choses. Il peut y avoir même des vomissements. Voilà. Et ces symptômes, ils vont avoir tendance à être ressentis si la nourriture ingérée est trop grasse, trop lourde, trop sucrée, trop salée ou en général, voilà, toute la nourriture qui est kapha. Voilà. En disant trop gras, trop sucré, trop salé, j'ai l'impression de faire un peu un spot publicitaire. Mais bon, du coup, il ne faut pas manger trop gras, trop sucré, trop salé. Ensuite intervient dans la deuxième partie la phase pitta. Donc la phase pitta, du coup, c'est la deuxième partie. Ça se passe dans l'estomac et dans le petit intestin. Là, je vous laisse prendre un schéma de la digestion
pour suivre le chemin si vous voulez. Et du coup, là, ça va être dominé par tout ce qui est sécrétion acide du foie, du pancréas et du petit intestin. Donc c'est la phase principale en fait du processus de digestion. C'est pour ça que les pitta ont une très bonne digestion. La plupart des problèmes du coup de digestion en pitta, ils se passent pendant cette étape et ça va être par exemple de l'hyperacidité, tout ce qui est ulcère, brûlure à l'estomac, aussi les symptômes générés par une nourriture trop chaude, trop épicée, trop acide ou en général trop pitta justement. Et après, troisième phase vata. La troisième étape de la digestion, c'est la phase vata, donc qui se passe dans le côlon. Donc je vous laisse faire le petit lien côlon-R. Voilà. Du coup, pendant ces étapes, le prana de la nourriture est assimilé dans le côlon et les déchets. Donc les déchets, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, je pense. La partie du coup non digérée de la nourriture est éliminée. L'air pur absorbé lors de la digestion au niveau du côlon devient en effet le prana du corps, le vent du corps qui aura besoin de sortir du corps, voilà. Du coup, l'absorption des éléments nutritifs passe dans cette étape et le gaz impur est éliminé comme déchet. Voilà. La plupart des problèmes de vata, ça va arriver dans cette phase de digestion. Voilà, la plupart des problèmes de vata vont arriver dans cette phase de digestion et ça va se traduire par des constipations et aussi des gaz. Voilà, au contraire des gaz qui vont être causés par de la nourriture là qui va être trop légère, trop sèche. Hein, parce qu'il faut aussi avoir une nourriture assez humide pour que ça puisse se compacter en tant que déchet. Voilà, donc ça, c'était pour les doshas et les étapes de la digestion. Maintenant, on peut voir les doshas et les étapes de la vie. Donc, l'enfance, ça va être vu comme l'étape kapha dans la vie. Et la conception voilà. Et on va avoir cette phase kapha jusqu'à peu près 15 ans. Donc pendant les premières années, on est toujours dans l'élément eau, dans le processus de croissance et de développement. D'ailleurs, on l'a vraiment depuis tout petit parce que quand on n'est qu'un embryon jusqu'à ce qu'on naisse, on va baigner dans un liquide, eau, du coup, kapha. Donc on a aussi tout notre corps, nos tissus qui sont en développement et qui auront tendance à accumuler du poids, mais pas forcément dans le sens obésité, mais c'est normal qu'on prenne du poids puisqu'on construit des tissus pour grandir. Il y a les émotions qui sont aussi principalement kapha parce qu'on va être dépendant émotionnellement, affectivement aux autres et surtout à nos parents et à notre mère. La plupart des maladies qu'on a en étant enfant aussi c'est de nature kapha comme du mucus, on attrape souvent des rhumes, ce genre de choses. Et voilà, et c'est la période justement quand l'enfant se forme pour pouvoir s'exprimer. Ensuite intervient l'âge adulte entre 15 et 50 ans, qui est considéré comme la période pitta. C'est là que l'enfant va faire sa crise d'ado, va devenir plus rebelle, plus ambitieux, plus motivé. Et la plupart du temps, qui va avoir beaucoup plus d'émotions pitta, comme l'agressivité, l'irritabilité, le besoin d'indépendance, contrairement à l'enfance, etc. Et c'est l'étape de la vie entre 15 et 50 ans où on va réaliser ses buts, essayer de s'accomplir et d'aller là où on veut dans la vie. Du coup, l'âge adulte, c'est une période quand l'âme a déjà son instrument, donc le corps est construit, mais il veut grandir au niveau spirituel. Voilà. Et pour finir, on a la vieillesse, donc de 50, vieillesse entre guillemets, parce que pour moi à 50 ans on n'est pas vieux, mais c'est juste pour le découpage des étapes. Donc là la vieillesse, donc 50 ans et plus, c'est considéré comme une période vata. Donc elle commence à 50 ans, mais généralement elle se manifeste plus vers 65 ans, parce que les personnes entre 50 ans sont un peu entre la période pitta et la période vata. Donc cette étape elle est dominée par des forces de dégénération
parce que les tissus du corps se réduisent. Hein. C'est là où l'énergie, on perd en énergie, en vigueur, on perd ses cheveux, ses dents, ses muscles, etc. etc. Voilà, donc c'est une période de la vie où il va y avoir une séparation de l'âme et une période de sagesse et de détachement par rapport au monde extérieur. Voilà. Et c'est là que c'est souvent d'ailleurs qu'on rencontre les personnes plus âgées qui n'en ont plus rien à faire de leur enveloppe corporelle et qui vont plus se concentrer sur leur mental. Voilà. Voilà, donc je vais reboire un coup parce que je parle énormément. J'ai remarqué que je dis beaucoup voilà dans mes lives. Alors, l'étape suivante, c'est les doshas et les périodes de la journée. Et vous allez comprendre aussi pourquoi, je vous expliquerai ça après. Donc, il y a des périodes puissantes. Quand l'énergie est la plus forte, comme le midi et minuit, ça va être des périodes pitta. Il y a des périodes de transition, et c'est là qu'il faut faire l'éveil et le coucher. C'est en même temps que le soleil en fait, et ça va être des périodes vata. Et il y a kapha qui va être la période entre les deux. Voilà. Donc, du coup, approximativement, les heures vata, c'est entre 3h et 7h de l'après-midi, ainsi qu'entre 3h et 7h du matin. Les heures kapha, ça va être entre 7h et 11h du matin et 7h et 11h du soir. Et les heures pitta entre 11h et 3h du matin et 11h et 3h du soir. C'est pour ça que si vous vous couchez, moi la première à le faire, à 11h du soir, vous aurez du mal à dormir. Pourquoi ? Parce que vous êtes en période pitta. Et aussi c'est pour ça que, je sais pas, quand vous êtes en soirée, vous commencez à être fatigué. Et arrivé vers, je sais pas, 11h, minuit, même plus, vous savez pas pourquoi, vous êtes plus fatigué. C'est parce que vous arrivez en période pitta. Voilà, tout simplement. Ensuite, il y a les doshas qui sont en rapport avec les saisons. Donc, il y a vata qui va être en excès entre la fin de l'automne et le début de l'hiver, quand il fait froid, sec, venteux. Il y a l'énergie souvent ici qui est réduite. Il y a un retrait des énergies et de la nature, donc c'est normal que notre corps ait une baisse d'énergie. Il y a kapha qui va être en excès entre la fin de l'hiver et le début du printemps. Donc là, c'est là où l'eau, la neige commence à fondre. L'eau va arriver du coup par la pluie, mais aussi la fonte des neiges, en temps normal. Et du coup, la vie va être de retour. Voilà, là, ça va être une période kapha. Et il y a pitta qui prédomine pendant la fin du printemps, l'été, quand la chaleur est présente. Les doshas aussi vont être en rapport avec les régions et le climat. Et c'est voilà. Donc les doshas, ils vont s'aggraver par le climat qui nous entoure en fait. Et il y a 3 types de climats. Il y a les climats du coup comme les doshas. Le climat vata qui va être un climat sec, venteux, froid, généralement aux altitudes élevées, clair et lumineux. Donc vata, ça va être plutôt un climat de montagne en fait. Donc sachant que quand je vous dis climat, ça va être climat autant à l'extérieur, mais ça va être un climat que vous pouvez aussi développer à l'intérieur. Par exemple, vous pouvez être à la montagne, donc avoir un climat vata à l'extérieur et avoir un climat pitta à l'intérieur si vous mettez le chauffage à fond. Voilà. Du coup, le climat pitta, c'est un climat chaud, peu humide, à une altitude moyenne. Voilà. Le climat kapha, c'est un climat froid, humide, nuageux, des altitudes plutôt basses et dans la proximité des grandes surfaces d'eau, comme des lacs, des océans, etc. Il y a aussi des climats comme pour les... Enfin, même il y a plus généralement des climats comme c'est le cas pour la personnalité d'une personne avec les doshas, des climats où ça va être un mélange de 2 doshas. Par exemple, il y a des climats vata pitta, pitta kapha et kapha vata. Voilà. C'est ce qui est plus régulier qu'un climat vata, un climat pitta ou un climat kapha. Pardon, c'est très difficile à dire.
Euh, Voilà, et ce genre, enfin les climats, du coup, vont affecter les doshas, surtout quand ça va être des climats assez forts, ils vont plus impacter des doshas que quand ça va être des climats tempérés, assez moyens. Je trouve que en tout cas, dans Franche-Comté, on a un climat qui est plutôt tempéré, du coup, qui a moins d'influence sur les doshas que si on habitait, je sais pas, en plein milieu du désert ou dans la montagne, voilà. Ça va être des climats qui vont être moins impactants que si on habitait dans le désert. Euh, voilà. Et du coup, pour contrecarrer ces changements de dosha, il va falloir aussi changer son style de vie. Donc par exemple l'alimentation, changer pas forcément drastiquement, hein, ça peut être des petites choses. Donc dans le style de vie, ça peut être l'alimentation, tout le mode de vie, ce genre de choses. Et il y a aussi là du coup le climat de la maison, comme je vous disais, qui peuvent avoir une influence sur les doshas et qui peuvent rééquilibrer ou justement déstructurer le dosha. Voilà. Par exemple, pour vous donner un exemple, si notre climat extérieur c'est Vata, on va mettre plus d'huile sur le corps et sur le voilà, sur les narines. On va avoir une alimentation qui va être plus nourrissante et plus humide. Je vous rappelle que le climat Vata c'est le climat de la montagne. Si par exemple on a un climat plus pitta, on va plus manger des légumes et des fruits frais. On va plus boire des jus de fruits. On va utiliser plus des huiles comme des huiles de noix de coco ou de santal. Voilà. Et pour un climat kapha, pour un peu contrebalancer, on va plus demander une diète qui va être plus chaude, plus pimentée, avec des épices, un régime de vie plus actif avec plus de mouvement. Donc voilà. Ensuite, du coup, il y a les doshas et le climat de la maison. Ça va être, parce qu'en fait, le climat de la maison, c'est un mini-climat. C'est aussi un facteur qui va être très important dans le balancement en fait des doshas. Un climat du coup vata sec, froid, va demander d'avoir dans sa maison une température plus chaude et éventuellement d'utiliser un humidificateur. Voilà, donc on peut aussi, en utilisant notre microclimat de la maison que cette fois-ci on peut gérer, pour contrebalancer avec notre climat extérieur. C'est d'ailleurs ce qu'on fait inconsciemment. Quand il fait chaud dehors, on va essayer d'avoir du frais dans la maison. Quand il fait froid dehors, on va essayer d'avoir... Enfin, on va chauffer notre maison, en fait, tout simplement. Donc voilà, et du coup, je vais finir par tout simplement vous expliquer, vous faire un petit résumé et vous dire dans l'ordre qu'est ce qui, par facteur, aggrave ont plus d'impact sur les doshas. Donc en priorité, ce qui a le plus d'impact, c'est notre constitution, ou on appelle le prakriti aussi. C'est ce qui a le plus d'influence sur les doshas, c'est comme on est de base. Voilà, notre constitution de base. Voilà, une constitution pitta. Elle va créer des déséquilibres pitta, même si le climat est kapha. C'est comme ça, c'est la constitution de la personne. Mais pitta, par contre, va être plus aggravé dans une saison chaude. En été, on va avoir le pitta. Si on est déjà pitta et qu'on nous rajoute de la chaleur, ça va être encore pire. Si on est déjà pitta et voilà. Et il y a aussi l'alimentation, hein. Si on est déjà pitta et qu'on va manger épicé tout le temps, le pitta va aller à fond. Il y a aussi le style de vie en deuxième qui va avoir une influence sur les déséquilibres des doshas. Par exemple, une personne qui voyage beaucoup, qui a un style de vie agité et régulier, il va avoir une tendance à avoir des maladies vata, même s'il n'est pas forcément vata. Ou qu'elle ne vit pas dans un endroit vata, ce genre de choses.
Et naturellement, bien sûr, les symptômes Vata vont s'aggraver pendant la période Vata. Donc c'est sûr, c'est comme en hiver, ça va être une période Vata. On va avoir tendance à avoir la grippe, le nez qui coule, ce genre de choses. Donc ce qu'on gère en troisième point va avoir une influence sur les doshas. Là donc oui, l'alimentation elle influence beaucoup les doshas, comme je vous disais tout à l'heure. Pitta qui va manger épicé, ça va augmenter le fire à fond. Il va y avoir aussi les facteurs mentaux et émotionnels en 4. Par exemple, l'incapacité à pardonner ou la colère en excès, ça va créer des maladies ou des conditions pitta, même si la personne elle n'a pas du tout une condition pitta. Voilà. Même si le corps, on a un corps qui n'a pas du tout à voir avec pitta, et ben on peut avoir un mental pitta. Et en 5e du coup, il y a l'intensité et la régularité de tous ces facteurs qui doivent être considérés. Donc dans des conditions extrêmes de Vata, donc par exemple du froid, du vent intense ou bien un manque de nourriture, le Vata il va être aggravé. Même si on est d'une constitution Vata, même si on n'est pas d'une constitution Vata. Voilà. Tout ce qui est fait régulièrement à tous les jours aussi ont des effets importants sur les doshas. Ça, voilà, quelque chose qu'on fait. Par exemple, si on veut rééquilibrer un dosha, par exemple, qu'on n'a pas assez de kapha, on va, je sais pas, décider d'être en contact avec de l'eau, donc prendre des bains ou aller nager, et bien forcément ça va avoir plus d'influence si on le fait plein de fois, je sais pas, toutes les semaines, même tous les jours, que si on le fait une fois. Voilà, c'est un peu, c'est logique. Et là, le 6e point, c'est une autre règle importante. De plus ces facteurs se regroupent, de plus grand sera l'impact sur les doshas. Hein, c'est-à-dire que forcément, si on veut booster son pitta, si on fait que de manger épicé, ça va pas forcément avoir tous les effets qu'on veut. Il va falloir combiner plusieurs choses. Voilà. Donc une personne pitta dans un climat pitta, par exemple, dans un environnement pitta avec un style de vie pitta, risque de souffrir d'une maladie pitta sévère par contre. Voilà, donc on peut combiner plusieurs choses pour les rééquilibrer, mais au contraire, si on n'a que des trucs d'un seul dosha, ça risque de dégénérer. Et enfin, c'est même pas ça risque, c'est que ça va dégénérer forcément. Donc voilà. Ah, c'est nouveau ça. Sur Instagram, il me reste 1 minute 54 pour parler. Voilà. Et c'est nickel. C'est absolument tout ce que je voulais vous dire sur Pitta. J'espère que ce petit live vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il me reste 1 minute 40. Et voilà. Et quand je reposterai la vidéo sur YouTube, ou même quand elle sera en IGTV, n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions. Et je finirai par une dernière question, moi, pour vous. Vu que j'ai mon nouveau site internet, est-ce que ça vous dit, j'ai une partie blog, est-ce que ça vous dit que je vous mette des articles où je vous parle du dosha pitta vraiment, et que je vous dis ce qu'il faut faire s'il est déséquilibré, s'il est en excès ou en défaut. C'est pareil pour tous les doshas, que ça soit pitta, vata ou kapha, que je vous fasse un article pour chaque. Voilà. Bon, je pense que j'ai assez parlé. Merci beaucoup Audrey. Je vous souhaite de passer une excellente fin d'après-midi et un excellent week-end. Salut!